Je ne me prends pas pour un grand garçon, je me prends pour un type qui tous les matins se lève dans la peau d'un imbécile et a sa journée entière à remplir pour essayer d'en sortir. Direct, père et mère, a certainement une influence décisive sur beaucoup de gens. Sur moi, elle a eu un milieu parfaitement harmonieux, simple, digne, et pas bourgeois du tout, pratiquant du côté de ma mère les arts de la musique, sérieusement, professionnellement, du côté de mon père, un métier qui était destiné à périr, c'était dans la ville, la métropole de l'horlogerie, de la montre, à la Chaux-de-Fonds, où je suis né. C'était le métier de fabricant de cadrans d'émail blanc, n'est-ce pas? Métier qui est certainement l'un des plus difficiles artisanats existants. Je n'ai jamais eu aucune envie de suivre cette vocation. Mon père n'a jamais eu l'envie de me la proposer. J'ai quitté l'école à 13 ans, je disais que j'aimerais dessiner, j'avais la manie, la marotte du dessin, alors on m'a fourré dans une école appelée d'art, école d'art. Seulement le premier jour, je suis rentré à la maison en disant, vous savez pas ce qui m'arrive, ils me font graveur de boîte de montre. Alors mon père m'a dit, écoute, c'est toujours un métier, il vaut mieux ça que rien du tout. Mais alors j'ai trouvé ça un peu saumâtre, parce que ça ne me plaisait pas du tout de graver des fondements pour le sud de l'Amérique, n'est-ce pas, pour l'exportation. J'avais été l'objet de l'attention d'un maître qui était épatant, qui s'appelait Le Platini. Il m'aimait beaucoup. Il m'a dit, tu feras autre chose, on va voir. Puis un jour, il m'a déclaré, tu seras architecte. Alors c'était la tuile. J'ai dit, jamais de la vie, je déteste ça, je déteste ce métier-là. J'avais comme preuve à l'appui les maisons qu'on faisait chez nous. C'était pas très drôle, c'était pas épatant, ça ne me disait rien du tout. J'ai eu cette chance, c'est de n'avoir jamais été dans une école, et d'être parti à 20 ans, 21 ans, 22 ans, à travers les Balkans, l'Asie mineure, la Grèce et la Turquie, avec un sac sur le dos pendant 7 mois, et d'avoir vu à pied par toutes sortes de véhiculages possibles l'architecture, c'est-à-dire ce qui s'étendait sous mes yeux. Parfois il y avait un temple, mais pendant des journées entières il y avait des maisons, des fermes, des murs de clôture, des puits, des choses de toutes sortes en bois, des baraques, ou des assemblages de pierres modestes, ou des plâtres. Et l'architecture était toujours là-dedans, quand il y était, bien entendu. Cette lapalissade me permet de dire que les architectures folkloriques qui ont mis des siècles à s'établir sont en général des porteurs d'architecture. Et au fond, alors qu'appelez-vous l'architecture? Oh, l'architecture, c'est la mise en ordre. La mise en ordre. C'est une mise en ordre du problème pris en considération. L'architecture, le mot architecture, architecte, c'est récent. Le monde s'en est passé pendant des millénaires. Maintenant, on a tellement d'architectes pour tout qu'on est obligé de protéger leur vocation. Eh bien, c'est peut-être très très bien. Mais enfin, vous me demandez où est l'architecture, j'ai dit elle est partout. Lorsqu'une société désire construire de nouveaux logis, c'est qu'un état de conscience nouveau est né, l'état de conscience d'une civilisation machiniste. Dorénavant,
Le postulat fondamental de cette révolution architecturale, autant que sociale, peut tenir dans les trois éléments qui ont, depuis l'origine des temps, conditionné la vie même des hommes: le soleil, l'espace, les arbres. Ces trois facteurs deviennent la condition même de l'immense réforme à intervenir dans les usages de l'architecture. Or, c'est ici que la faillite est totale. Les villes sont devenues inhumaines, hostiles à l'homme, néfastes à sa santé physique et morale, mais ceci est l'urbanisme. Le soleil d'abord, le nord, l'est et l'ouest. Jamais d'appartements au nord. Des appartements au sud, à l'est, à l'ouest, au sud, à l'est, à l'ouest, au sud, à l'est et à l'ouest, à l'est et à l'ouest. Puis le problème apporté à la solution de l'automobile, séparation absolue du piéton et de l'automobile. Voici les portes des maisons. Elles sont distantes de 200 mètres l'une de l'autre. Puis voici les autostrades pour les voitures automobiles à grande vitesse. Elles sont indépendantes de la situation des maisons. Puis, des terrains de sport, un stade, une piscine, des terrains de tennis, de basketball. Puis, les chemins des piétons. Les piétons ont des chemins rapides qui passent à travers au-dessous des maisons, des chemins de promenade, puis des parcs plantés autour des chemins, autour des stades, autour des terrains de tennis et de football, et ainsi la ville se couvre de verdure. C'est une ville verte, construite à 12% de surface bâtie et à 88% de parcs. C'était un nom propre, c'était le nom d'un constructeur d'automobiles. Et les gens ont cru que c'était une illusion de l'optimisme que d'avoir baptisé le voisin. Il est fait depuis 25, à vrai dire depuis 22, et il attend toujours. En 22, le principe était là, mais l'écorce était gênante. Et évidemment, les gens ont tout de suite regardé à l'écorce pour crier contre ce qui était dedans. Actuellement, le monde entier est couvert de pustules qui s'appellent les grandes villes, qui sont devenus des monstres, à la manière de New York ou de Londres, même de Paris maintenant. Et ces gens, ne trouvant au cœur des cités que des difficultés, du bruit, de la puanteur et une vie énervante, réalisent le sauve qui peut. Comme ils ne peuvent plus circuler dans leur ville, ils disent autant sortir de ville, on a aussi vite fait d'aller à 40 km que d'aller à 100 km en ville. Ceci étant admis, les villes ont 100 km de diamètre ou 60 km de diamètre, et le soleil, lui, tourne imperturbablement depuis toujours et depuis longtemps, à 24 heures par jour, si bien que les hommes essayent de courir après le soleil ou le soleil après eux, le raccord ne se fait pas, la journée devient extravagante. Mais c'est évident. Il s'agit donc d'arriver à supprimer le gaspillage des transports en commun, qui implique une vie impossible et épouvantable pour les populations qui sont assujetties, et qui coûte au pays, à l'économie d'un pays, des sommes fantastiques, et qui déprave purement et simplement la société qui s'y trouve livrée bien malgré elle. Et alors, pour remédier à cet état de choses, que proposez-vous? Je propose ceci, de réinstaller dans la vie de la civilisation machiniste les conditions de nature qui ont été perturbées. Les conditions de nature, c'est soleil, espace, verdure, facteurs cosmiques, nature cosmique, moyennant lesquels on peut vivre et sans lesquels on crève. Alors, à ce moment-là, comment voyez-vous distribuer les habitations, les lieux de travail? Les techniques apportent des libertés, et que là où on ne pouvait pas aller auparavant, on peut y aller maintenant. De ce fait,
Vous faites la conquête des horizons, et au lieu d'avoir les vues à bout portant, de voisinage, d'avoir des villes qui, en même densité, sont faites de façades sur rue et de rues au pied des maisons, vous créez au contraire autour de ces édifices en hauteur, vous créez une libération de sol qui se chiffre par hectare, 2, 3, 4, 5, 6 hectares, n'est-ce pas? Et multipliez l'expérience, vous aurez une ville qui devient entièrement verte, et de chacune des fenêtres, et il ne s'agit plus de fenêtres, ce sont des baies et des loggias ouvertes de part et d'autre de l'immeuble, vous avez non plus la fenêtre d'en face, mais des prospects illimités avec des vues sur les horizons disponibles. Pourriez-vous nous donner quelques détails sur la façon dont vous entendez libérer la maîtresse de maison de ses charges Les charges ménagères commencent au ravitaillement qui se trouve réalisé par la coopérative de ravitaillement, laquelle est située au cœur du bâtiment. Ensuite, et c'est là que l'unité d'habitation groupée permet d'avoir le soleil, l'orientation absolument optime pour chaque logis, pour chaque endroit du logis, puis ensuite d'avoir l'espace, ce qui est une des choses que tous vont rechercher au bout des kilomètres de banlieue, et la verdure, phénomène également mis à disposition au pied même, autour même de la maison grâce au groupement. C'était en 1930, j'avais décidé d'essayer d'établir une doctrine, un plan doctrinal d'urbanisme des temps modernes, de la civilisation machiniste. Il fallait une vingtaine de planches. Et au moment de titrer ces planches, j'ai fait inscrire VR, deux lettres de grande capitale dans le coin de chacune des planches, VR. Mon associé vient, me dit qu'est-ce que c'est que ces deux lettres-là? Je lui dis, c'est ville radieuse. Ville radieuse, qu'est-ce que c'est que ça, ville radieuse? Il dit, ben oui, c'est l'urbanisme d'une ville radieuse. Mais pourquoi tu n'appelles pas ça une locomotive? Quelque chose de costaud, quelque chose qui marche, qui fonctionne, qui débite. Ville radieuse, c'est pas un mot, ça, effectivement, ça contient le mot de radieux qui veut tout dire. Mais pourquoi je le fais, c'est parce que depuis le temps que tous les exégètes et les critiques acharnés après nous veulent démontrer que nous faisons des villes ennuyeuses, des villes mortes et des casernes à la prussienne, eh bien, ils seront obligés cette fois-ci, en étudiant et en voulant détruire la ville radieuse, de l'analyser, de la lire, et quand ils l'auront lu, eh bien, ils auront vu qu'elle est radieuse. Voilà le taux qui est joué. Et les locomotives, je m'emballe. J'ai pensé qu'une maison toute seule en ville ne crée pas des villes, mais détruit les villes. C'est l'immense illusion des gens, c'est de vouloir avoir leur maison au sol où ne sont que les poussières, les bruits de la rue et les caca de chiens. Tandis que, en envisageant le problème dans tous les moyens et toutes les ressources qu'il implique, eh bien, il fallait s'occuper non pas seulement d'un foyer qui satisfait à une famille, à un groupe social, à un couple, une famille, mais il fallait envisager l'urbanisme, c'est-à-dire l'autre partie, le collectif, qui est soit une immense contrainte, soit une immense source de libération. Et tout le problème est là, c'est trouver la juste carburation. C'est l'œuvre de l'artiste, c'est précisément d'être devin, créateur, inventeur et metteur au point de toutes les ressources présentes dans le temps, afin d'alléger la peine des hommes et surtout afin d'apporter ces facteurs essentiels qui sont la joie de vivre.
fait bien des plans de ville qui ont été en général refoulés avec une implacable persistance et violence, n'est-ce pas? De fil en aiguille, j'ai fait les plans d'un tas de villes, Stockholm, Genève, Moscou, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Buenos Aires, Alger. J'ai fait 8 plans pendant 13 années que j'ai proposés, qui semblaient illuminer un peu l'horizon. Tout ça m'a permis de me faire des griffes. Et je les ai, les griffes, seulement c'est des griffes sur les pattes d'un vieux bonhomme, voilà. Tout ce que Le Corbusier disait était très controversé, très combattu. Il avait des ennemis réels, hein, puisque Le Corbusier parlait d'urbanisme ou de choses comme ça regardait tout de même l'État. Donc à ce niveau-là, il était certainement barré, complètement barré. Il n'a pas pu réaliser. Imaginez que Le Corbusier ait eu l'occasion de réaliser en France, puisqu'il avait choisi notre pays. Et si on lui avait donné l'occasion de réaliser réellement, il aurait évolué lui aussi. On ne lui a pas donné cette occasion. Autrement dit, comme il a dit, ce qu'il ne pouvait construire, il le dessinait, ce qu'il ne pouvait dessiner, il l'écrivait par tous les moyens. Et quand il ne pouvait l'écrire, il en parlait, il faisait des conférences, par tous les moyens, il essayait de faire passer le message. Et ce message était toujours violemment repoussé. J'ai été émoustillé la première fois à la Chartreuse des Mers, en Toscane, où j'ai vu organiser magnifiquement, mais pour le silence, là, pour la méditation, les problèmes de l'individu le plus total et de la collectivité la plus harmonieuse. J'ai toujours senti qu'il y avait un binôme dans lequel s'inscrivait la possibilité d'une harmonie. Et j'ai cherché, dès mes débuts, à faire des villes qui comprenaient précisément la solution à ce binôme, la réponse à ce binôme, permettant alors de plus l'intervention des conditions de nature. Tout ça, c'est une immense symphonie qu'il faut jouer, c'est pas facile, c'est compliqué, mais les techniques modernes permettent d'y répondre parfaitement. Le problème qui est en vue est celui de la maîtresse de maison. Eh bien, dès qu'il y a 300 maîtresses de maison sous la main, si vous les mettez ensemble, vous leur assurez à chacune l'isolation, la solitude et le non-voisinage, si paradoxal que ceci puisse paraître, n'est-ce pas? Et je l'affirme, ils auront la solitude, la possibilité des services communs, du gardiennage d'enfants, des maternelles, des clubs de jeunesse, du marché de l'alimentation à domicile. Que j'ai faite, il y avait le spirituel de la volonté de faire de la géométrie quelque chose de supérieur, et rien qu'avec ça, n'est-ce pas?
Ben, c'était un événement spirituel, d'ailleurs incompris de beaucoup de gens, mais il y avait un événement intense. C'est avec une caisse à savon faire un palais. Le plan moderne qui procède de la construction en acier ou en béton, c'est-à-dire de poteaux isolés, très localisés et de cloisons mises à volonté, ce plan est devenu ce que j'appelle le plan libre, c'est-à-dire qu'il n'est plus du tout comme autrefois conditionné par des murs qui se croisent à angle droit, lesquels formaient des pièces carrées, et ces pièces carrées étaient fermées par une porte ouverte par une fenêtre. Maintenant, le local est une espèce de contenant susceptible de recevoir un cloisonnement à l'intérieur de toute manière, et ce cloisonnement ne donne plus la pièce appelée le salon, la salle à manger, la chambre à coucher, etc. Ça donne des complexes de forme. Dans ces conditions-là, comme l'économie doit régner, vous pouvez, par le jeu précis, le jeu habile des dispositions des parois, des circulations à l'intérieur, des portes ouvrant et introduisant les personnages, par les hauteurs des pièces, par la couleur. Alors vous pouvez à ce moment-là venir apporter une variété extraordinaire et vaincre des obstacles qui vous étaient imposés par la biologie de votre conception. La biologie sont les nécessités d'ordre pratique, c'est tout un mécanisme intérieur du logis comme il y a un mécanisme à l'intérieur d'une voiture, autour du moteur, autour des engrenages, etc. Eh bien, quand parfois vous avez des éléments gênants, vous pouvez, par la polychromie, en jouer, les mettre soit en valeur, soit les écraser d'une chiquenaude ou d'un violent coup de poing, vous les peindrez de sombre ou d'éclatant, n'est-ce pas, et vous allez attirer l'œil comme un vrai prestidigitateur ou comme un grand comédien, là où vous avez envie de le conduire. Si bien que l'œil sera, que le personnage, le visiteur, l'habitant sera lui-même étonné de voir combien il a de liberté dans une chose qui est en somme très, très comprimée, son logis. La maison que j'habite, elle est en plein Paris si vous voulez, mais on ne voit que du ciel et de la verdure, on voit le bois de Boulogne, on voit Mont-Valérien, Saint-Cloud, etc. Et mon jardin est au 8e étage avec de l'herbe et des arbres, du muguet au mois de mai. Et le toit de la maison, c'est un jardin qui est là depuis 20 ans et qui pousse tout seul. Avec ses gazons, avec ses arbustes, ses fleurs. À l'occasion, je ne suis pas partisan des fleurs d'horticulteurs là-dessus. Je laisse la nature entièrement jouer son rôle par le jeu des vents, des insectes, de la sécheresse ou des incidences. Pourriez-vous nous dire de quelle manière vous signez vos œuvres? Je ne signe pas. Je n'ai signé que cette maison parce que je craignais que les successeurs ou les sociétés des bancaires ne viennent massacrer ma maison, ce qui a failli arriver. Et je crois que le fait de signer une maison la protège au point de vue de la protection artistique. Elle est signée en bas, mais on m'a enlevé le R et le I de mon nom. Enfin, c'est Corbusier tout de même quand le nom est complet. Eh bien, ici nous sommes dans votre atelier. Pourquoi ces pierres n'ont pas été revêtues d'un enduit? C'est toujours la même question. Vous ne voyez pas qu'il est beau ce mur-là, c'est le mur de mon voisin. C'est un mur en moellon habituel de Paris. Il y a même 2 canaux de fumée en briques rouges qui passent au travers et qui sont maçonnés intercalés entre les moellons. Quand j'ai vu ça, j'ai dit mais ce mur est admirable. Il est d'une couleur, d'un assemblage très beau. C'est le moellon ordinaire, c'est très beau. J'ai fait jointoyer très à plat de façon à éviter la poussière. Et j'ai ainsi le gris du ciment, le beige de la pierre et le rose de la brique qui donne une couleur admirable. Et pour peindre, alors c'est un ennemi de tout premier ordre. C'est un juge terrible parce que ce sont les couleurs les plus solides, les plus magnifiques, les plus denses qu'un peintre puisse avoir en face de lui. Et s'il peint sur un mur comme ceci, je vous assure qu'il doit se battre pas mal. Monsieur Le Corbusier, nous nous présentons, nous sommes 3 cambrioleurs, des cambrioleurs de la radio, je ne sais pas si ça va vous rassurer, mais nous sommes venus vous dérober quelques objets parmi les innombrables
qui ornent votre maison, des objets singuliers et à propos desquels nous aimerions bien avoir quelques éclaircissements. Et je ne veux pas vous soupçonner d'avoir découpé quelqu'un en morceaux, mais alors pourquoi ce débris d'os? Je suis architecte, je travaille en plan, en profil et en coupe. Bien, en aussi, ça vous donne deux coupes, n'est-ce pas? Et ce qui reste debout, ça vous donne la façade, l'élévation ou le volume, n'est-ce pas? Et en os, c'est une chose admirable qui est fait pour résister, vous savez à quoi? Au saut, au coup de poing, au coup de pied, à tout ce que vous voudrez, à supporter les efforts dynamiques. Chaque particule d'un os est subtile, archi subtile. Et la section vous révèle tout ça. Et si vous regardez votre bout d'os et que vous réfléchissez, vous apercevez qu'il y a beaucoup de choses encore à apprendre et que quand on est constructeur de béton, on ouvre l'œil sur un ossier en travers. J'ai un fait pour les coquillages, parce que le coquillage est une forme de merveille qui, depuis que je suis gosse, m'a toujours épaté. Il n'y a rien de plus beau qu'un coquillage. C'est l'harmonie même, c'est la loi d'harmonie. L'idée est simple, est une, et elle se développe soit par rayonnement, soit par spirale, et intérieurement, extérieurement, d'une manière étonnante. Ces objets, ce sont des choses qui existent partout, et le tout est de les voir, de les observer, de les reconnaître et de voir qu'ils sont admirables, parce qu'en général, ils expriment et ils contiennent les lois de la nature. Et c'est une belle formation, c'est la vraie formation que j'ai toujours recherchée. Et la seule que j'ai eue, c'est de considérer la nature, l'étudier et en recevoir la leçon. Se déclare malheureux, moi je me déclare de bonne humeur. Je suis toujours partisan de l'idée de ne pas s'ennuyer pendant que nous passons notre vie sur Terre, par la dégustation des bienfaits qui sont à notre disposition partout et partout, en toutes choses. Partout en France, du nord au sud, de l'est à l'ouest, des villes gisent sous leur propre décombres. Partout s'est abattue la pluie de fer et de feu. Brest est en ruine. Le port Maine n'est plus qu'un désert. La France, en commençant l'effort de sa reconstruction, ose à peine faire le bilan de ses désastres. Image terrible d'où il faut pourtant tirer une leçon d'espoir. C'est dans le spectacle même de ces décombres qu'il faut trouver le courage de reconstruire la France. Grâce au courage d'un type qui était épatant, c'est Dautry, qui est devenu ministre de la Construction à un moment donné, qui m'a dit un jour, de suite après l'occupation, en 1944, qu'est-ce que vous bâtissez? J'ai dit zéro depuis 4 ans. Qu'est-ce que vous faites? Quelle ville avez-vous construite? Aucune. Bon, alors, il m'a dit, eh bien, faites un de ces gros machins que vous avez envie de faire une fois pour loger des gens. Je lui ai dit, bon, d'accord. Et il a même dit un mot, vous pourrez faire ça à Marseille, par exemple, où c'est des communistes. J'ai dit, je me fous pas mal que ce soit communiste ou quoi que ce soit d'autre. Une maison, c'est une communauté, c'est pas la même chose. C'est les 24 heures quotidiennes qui jouent le rôle là-dedans. Et je veux mettre dans des bâtiments, des unités d'habitation de grandeur conforme, les dimensions, les quantités, la contenance d'une communauté qu'on puisse gérer. À Marseille, boulevard Michelet, se dresse la haute façade de l'immeuble Le Corbusier. Il s'agit ici d'un prototype, d'une expérience considérable, d'un grand événement social. Tout cela, bien entendu, pose des problèmes nouveaux et en résout d'anciens. Cette maison a ses partisans et ses détracteurs. Cette construction a 135 mètres de longueur, 21 de large, 50 de haut. Elle comprend 17 étages, 337 appartements et une rue intérieure. Cet ensemble énorme est soutenu par 36 pilotis. Pourquoi ces pilotis?
Eh bien, Le Corbusier va nous le dire. Les pilotis surélèvent les bâtiments à 3, 4, 5, 6 mètres au-dessus du sol et permettent ainsi de récupérer, de restituer la totalité du sol des villes à quelque chose. C'est quelque chose, c'est la circulation. Et qu'est-ce que c'est que cette circulation? C'est le piéton d'une part et l'automobile, tous deux en conflit. Et le conflit est tragique, vous le savez bien. Alors ces pilotis qui donnent d'ailleurs un aspect monumental étonnant ne sont pas là pour le décor et pour faire exposition des arts décoratifs, ils sont là pour être la clé d'une grande aventure urbanistique future. Parce que vous voyez vous-même d'ici, vous voyez sous la maison passer le soleil, vous voyez la ville traverser, vous voyez les pins qui dégagent sur la mer, de l'autre côté sur les montagnes, et la foule de piétons passe à travers la ville d'un bout à l'autre quand elle sera bâtie, à pied sur un parc, la ville est devenue un parc entier, et l'automobile est quelque part ailleurs, en dessous du sol ou au-dessus du sol, séparée. Vraiment, on a un peu trop vite dit que Le Corbusier construisait des taudis. Des taudis dans lesquels on ne verrait rien et où on ne pourrait pas respirer. Mais quelles sont les grandes mesures de cet appartement, monsieur? Les mesures sont extraordinairement révolutionnaires. L'appartement a 24 mètres de profondeur et 4 mètres de large, exactement 3,66 mètres, n'est-ce pas? Lorsqu'on a vu les plans de ces appartements, tout le monde a crié au scandale. Et c'est depuis 3 années un déluge d'invectives contre ce chantier qui, paraît-il, est destiné à provoquer des taudis. C'était des taudis dans l'opinion publique, dans la presse, dans les propos amicaux des confrères, c'était des taudis jusqu'au moment où subitement l'appartement où nous trouvons maintenant a été inauguré et où les gens ont vu. Et à ce moment-là, alors les mêmes vindiques se sont repliés sur un autre plan, une ligne de rocade comme on dit, et bien ils ont trouvé ce truc de dire que c'était des appartements faits pour millionnaires américains. Après avoir été des taudis. Après avoir été des taudis, alors qu'on me demandait de faire des logis ouvriers. Enfin, on n'en sort pas. Vous vous êtes habitué à Oui, bien sûr. Monsieur Le Corbusier, je voudrais voir la cuisine. Bon, Alors allons à la cuisine. La cuisine est en somme comme un bar où la maîtresse de maison trouve sur une table de travail arrangée en éventail autour d'elle, elle trouve son fourneau à cuire magnifique et électrique tout à fait épatant. Ensuite, sa table de travail pour travailler ses viandes, ses pâtes et tout ce qu'elle voudrait. Ensuite, une table de travail avec le double évier. Et puis ensuite, une ouverture dans la cour sur la rue intérieure par laquelle les fournisseurs apportent, livrent leurs marchandises sans qu'on ait besoin de s'occuper d'eux. La maîtresse de maison est debout comme je suis et comme vous êtes debout ici. Et là, toute cette pièce jolie devant ses yeux, avec des paysages. La nature qui est là, quand j'aurai à vous en parler, par mes théories de ville radieuse, j'entends restituer l'homme dans les conditions de nature, chose qui a été perdue totalement depuis longtemps. Alors, si vous voulez bien, monsieur Le Corbusier, je voudrais que nous allions dans la chambre d'enfant. Auparavant, nous traversons le fameux objet de litige. Ah, oui. Enfin, c'est ce centre du logis qui est plein d'obscurité. Vous voyez que il faut je vous dis pas du tout obscur. Si vous étiez une jolie fille, je serais beaucoup moins content parce que vous êtes vu en toute clarté, n'est-ce pas? Eh bien, il ne fait pas sombre du tout, absolument pas. Mais vous voyez, c'est une chambre qui a 1,83 m de large, c'est ahurissant, et 9 mètres à peu près de profondeur. Oui, mais vous voyez, ne gêne pas, moi je regrette. Demandez donc, moi je la trouve grande, que vous demandez donc au Conseil supérieur de l'architecture et de l'urbanisme, dont j'ai l'honneur de faire partie, où je ne vais plus depuis longtemps. Demandez-lui donc ce qu'ils ont pensé quand ils ont vu les plans. Ils ont appelé ça des taudis à se taper la tête contre les murs. Oui, enfin ça. N'est-ce pas? Et cette chambre qui a, sur le dessin, qui est vraiment une chambre inquiétante pour un non-professionnel et qui devrait faire réfléchir sérieusement un vrai professionnel, cette chambre, vous me rappelez tout à l'heure votre grande chambre. Mais non, c'est la petite chambre d'enfant, n'est-ce pas? Et dites-moi, en toute sincérité, est-ce qu'on est allé trop dans le taudis? Non, véritablement non. Je ne suis pas de cet avis. Moi, c'est un taudis où je vivrais volontiers, enfin, mon point de vue. Autre question à présent, la question de l'insonorisation. Elle a son importance dans une maison qui contient 336 appartements. Or, je sais que cette insonorisation ici a été très poussée. On prétend même que dans vos appartements, le silence est complètement obtenu. Alors voilà, je voudrais bien savoir comment vous avez résolu ce problème. Les problèmes d'insonorisation sont des problèmes analogues à ceux de l'électricité. C'est un fluide qui passe ou qui ne passe pas. Il faut faire ce qu'il faut. Seulement, c'est une science tout à fait exacte qui nécessite des dispositifs de chantier d'une précision extraordinaire et que jamais personne ne respecte. Et toute la grande difficulté vient de là. Et que surtout personne ne connaît. On enseigne aux gens les styles, mais on ne leur enseigne pas le silence.
pas à faire le silence, et ainsi de suite. Moi, je n'ai jamais fait d'architecture, mais il me semble que si je faisais de l'architecture, je commencerais à apprendre aux gens, enfin aux élèves, je leur dirais, il faut qu'un appartement soit silencieux. Vous ne serez jamais diplômé avec des idées comme ça. C'est-à-dire que ces problèmes ne sont pas posés, je le sais bien. Oui. Figurez-vous qu'on me déclare d'être révolutionnaire parce que je prétends qu'on devrait constituer les assises d'une science du logis. Ça paraît tout à fait barbare, on dit vous êtes un esprit sec, vous êtes un type étroit, vous allez mettre les hommes en boîte, en caisse, etc., en cage. Il y a un tas d'histoires comme celle-là. Mais le logis, toutes les civilisations n'ont tourné qu'autour du logis, et du logis des hommes, on a fait le logis des dieux. Le temple n'a jamais été que le pôle emploi du logis des hommes, n'est-ce pas? Oui. J'ai fait accepter en 1933 au Congrès d'Athènes, qui a établi la fameuse charte d'Athènes de l'urbanisme, ce propos que les matériaux de l'urbanisme étaient le soleil, l'espace et la verdure, le ciment et l'acier. Dans cet ordre et dans cette hiérarchie, c'est réalisé ici. Vous avez le soleil, l'espace et la verdure. Ensuite, vous êtes remonté aux sources, quoi. Absolument, et je suis beaucoup plus près du sauvage, à l'instar de Voltaire ou Rousseau, qui recherchait un peu de vérité dans la société sophistiquée d'alors. Dieu sait si la nôtre l'est davantage maintenant, après la perturbation des machines, qui a mis tous en dessous et qui a créé une société déséquilibrée entièrement. Il y a un mot que Le Corbusier aime à dire, sans doute parce que ce mot résume tout son effort depuis 25 ans. Et ce mot, le voici. Ce n'est pas la machine qui doit conduire et diriger l'homme, c'est l'homme qui doit dompter la machine. Pour cela, il faut le réinstaller dans la nature. Le Corbusier, ce naïf, ce visionnaire, disent les uns, ce génie, disent les autres, veut nous réapprendre le bonheur de vivre. Est-ce trop d'audace? Mais de quoi avez-vous peur, nous dit-il. Votre architecture semble tendre à modifier les mœurs et les habitudes sociales. Suivons le compte ceci. Tout change. Tout a changé depuis un siècle avec la naissance de la machine et les conséquences du machinisme. Nous sommes dans une civilisation machiniste. La maison individuelle, comme réponse sociale au phénomène machiniste, à notre civilisation machiniste, eh bien non, ce n'est pas vrai, c'est démagogique, c'est bon pour les ignorants, pour les paresseux, pour les aveugles. Et les logis actuels ne sont pas conformes, ils sont retardataires, ils sont insalubres, et plus que ça, la jeunesse moderne n'est pas logée, c'est une misère, un malheur public, un immense malheur, et c'est une catastrophe, c'est même une honte pour le pays. Chandigarh. Là où s'achèvent les derniers contreforts de l'Himalaya, commence celle que le gouvernement décida en 1949 de créer de toutes pièces au pied de l'Himalaya et dont un Français, Le Corbusier, dressa les plans voici 15 ans. Ici, comme dans l'Égypte des pharaons, comme en Chine, la vertu du nombre remplace la puissance des machines et le va-et-vient continuel des fourmis permet à la fourmilière de grandir sans répit. Sous la direction de Pierre Jeanneret, qui surveille l'exécution des plans de son cousin Le Corbusier, s'achève la plus étonnante peut-être de ses constructions, le Palais des Assemblées, dont la lourde porte carrée pivote sur un axe médian. Les fresques qui la décorent portent la signature du grand architecte français. Au-delà, le Capitole, la cité administrative. Le Capitole, autrement dit, des volumes tels que les a voulus Le Corbusier. Le palais de justice a pu, dès 1955, être ouvert à l'activité judiciaire. Avec ses rampes d'accès en saillie, le long building des ministères est lui aussi en place à l'autre bout du Capitole. Chandigarh, ou le rendez-vous de l'Inde avec le 21e siècle.
suis accusé d'être le grand théoricien de l'architecture moderne, on fait de moi un type à trace, n'est-ce pas? C'est facile, ça arrange les affaires des autres. Mais ceci dit, je connais pas mal mon métier, j'ai beaucoup bâti un peu à gauche, à droite, partout, et j'ai fait des expériences qui, jusqu'ici, étaient toujours dans des pays tempérés. Je me trouve au tropique, là, et il a fallu envisager, reconsidérer les problèmes, les mêmes idées, mais mises en fournaise au lieu d'être mises en glacière. C'est là toute la différence. Nous étions tous des amis fondateurs des SIAM pour faire ça, cette ville. Ben, chacun dit c'est l'occasion de faire chacun pour soi et Dieu pour tous. Hein, et c'est des événements individuels qui sont venus là-dedans, permettent à chacun de mettre son amour de telle et telle chose. C'est gentil, c'est bien, mais ce n'est pas une ville Corbusier entièrement du tout. C'est en partie, oui. Quels sont les grands principes selon lesquels vous avez construit cette capitale? J'ai commencé par liquider le dilemme piéton-automobile. L'automobile ne rencontre plus le piéton et vice-versa. C'est une grande affaire, c'est possible, c'est faisable, c'est très simple à faire. Est-ce que vous estimez que vous étiez conforme aux idées que vous avez exprimées dans la Cité radieuse? Maintenant, je me trouve dans un pays où on couche devant la maison dans l'herbe, ou sur le toit. Hein. Alors, vous ne pouvez pas faire des gratte-ciel là-bas, parce que tous les types de gratte-ciel iraient sur le toit qui sont trop petits, ou alors dans l'herbe, ça ferait des troupeaux. Et puis, d'abord, l'Inde était à ses débuts. Chez Nehru, qui est un grand type, j'ai eu l'occasion de devenir ami de lui complètement. Nous avons fraternisé à propos de Chandigarh. J'avais à faire une ville à rez-de-chaussée, faite par un promoteur qui était M. Tapar, qui a fait ses études à Oxford et qui m'a imposé un programme oxfordien de petites maisons. C'est pas moi qui ai fait les maisons, j'ai fait les plans de la ville et c'est la première ville où il y a 45 km de routes appelées V3, n'est-ce pas, qui sont destinées exclusivement aux vitesses mécaniques et où il n'y a pas une porte de maison qui ouvre sur ces 46 km d'avenue. Hein. Eh bien, vous parlez, il faut du cran pour ça. J'ai pu l'avoir et j'ai trouvé un type de cran qui était l'ingénieur en chef du Punjab Varma, un ami, qui a dit « je le fais » et chiche, et il l'a fait. Hein. J'avais les pierres calcinées de l'église qui avaient été démolies par la guerre, n'est-ce pas? Ces pierres calcinées ne peuvent pas porter. Et tout de même, je ne voulais pas les envoyer en char à rejoindre le ballast de la route. Alors j'ai employé ces murs, j'ai dit pour qu'ils tiennent, je les fais courbes. Hein. Et cette courbe m'est utile parce que je fais des courbes de nature acoustique, paysage acoustique. C'est une acoustique de l'espace. Et ça reçoit les 4 horizons qui sont différents les uns des autres. Et il y a le soleil levant, il y avait la désignation, c'est l'axe sur Jérusalem, l'autre c'est le soleil levant et le soleil couchant, le nord et le sud. C'est avec ça qu'on compose. Et dedans, il n'y a pas un signe, pas un geste, pas un outil artificiel et créé par les siècles de déchéance de l'architecture. Je n'ai pas mis un seul de ces signes dans cette chapelle de Rançon. Et même la croix, je l'ai mise dans un endroit tout à fait significatif. Et au début, elle était mal placée, elle était dans l'axe, elle avait l'air solennelle, elle avait pas solennelle, elle avait l'air bête. Tandis que je l'ai mise comme témoin à côté, et quand on pense qu'il y a un crucifié là-dessus, ça c'est dramatique.
L'architecture, je l'ai défini, le jeu savant, correct et magnifique des formes sous la lumière. Ben, c'est ma première définition. La première phrase que j'ai écrite sur l'architecture, n'est-ce pas? L'architecture est le jeu savant, correct et magnifique des formes sous la lumière. C'est-à-dire qu'il faut être plasticien et poète et être en même temps technicien tout à fait averti. L'architecture fonctionnelle, c'est un propos de journaliste, parce que c'est un pléonasme. L'architecture est fonctionnelle par définition. Si elle n'est pas fonctionnelle, qu'est-ce que c'est? La saloperie. Ce n'est certes pas la première fois que Le Corbusier expose à Paris. On a donc revu le célèbre architecte et urbaniste à qui l'on doit une grande part de la renaissance de l'architecture moderne et dont les œuvres maîtresses jalonnent les grandes villes du monde entier, des Indes au Brésil. Cette exposition n'est cependant pas comme les autres, car Le Corbusier y montre deux aspects de son talent, la peinture et la sculpture, que son génie architectonique avait laissé dans l'ombre. J'ai toujours été attiré par le phénomène créatif, quel qu'il soit, et celui appliqué très particulièrement à l'homme et à son milieu. Il faut avoir une sympathie pour le phénomène homme dans son milieu, et c'est ce qui m'a intéressé. Et j'ai trouvé dans la peinture le moyen de développer ce sentiment que j'ai. C'est un moyen passionnant, mais périlleux. Comment pouvez-vous vous limiter à une toile de 2 mètres sur 3, vous qui pensez par villes entières? J'ai ce péché capital, c'est d'être assujetti aux choses visuelles. J'ai des yeux, tout ce qui est visuel, c'est-à-dire le dessin, la peinture, la sculpture, l'architecture, pour moi n'est qu'un seul phénomène. C'est symphonique, n'est-ce pas? Et l'architecture exige certaines qualités de nature pensée, intérieure, n'est-ce pas? C'est dans le cerveau que ça se passe, c'est de la conception. Et les autres choses en sont aussi, mais avec des possibilités manuelles telles que parfois, je le dis, c'est ma main qui va avant mon esprit, car elle a de telles habitudes et de telles possibilités extraordinaires. La main humaine est une chose formidable. J'aime les choses belles, j'ai le sentiment des volumes et des couleurs. Je réclame l'autorisation de faire pour moi-même de la peinture, de l'architecture et de la sculpture. Si ça gêne les autres qui ne s'en occupent pas, qui restent chez eux, ils n'ont pas besoin de venir la voir. Et si par hasard, à 75 ans, on me dit, montrez donc un petit peu ce que vous avez fait, eh bien, et il vient du monde, qu'on ne soit pas jaloux de ça, qu'on me foute la paix, hein.
intéressé parce que le père Couturier m'avait expliqué le rituel dominicain qui est vieux de 800 ans et qui est très humain et ça m'intéressait beaucoup. Et il n'avait pas le sou comme d'habitude dans toutes les choses qui me concernent. On vient toujours demander, on dit j'ai pas le sou mais vous nous ferez quelque chose de beau. Et l'église qui fait partie de l'ensemble, c'est une caisse. C'est l'esprit de proportion qui est dedans, l'esprit de rayonnement, l'esprit d'harmonie. C'est fait avec les matériaux les plus fantastiquement simples qu'on puisse imaginer. Jamais on n'a bâti si sommairement que ça. J'étais un petit peu curieux de voir la tête que ça ferait. Quand j'ai été le jour de l'inauguration avec la grande messe solennelle avec le chant grégorien admirable qui était chanté là-dedans, j'ai été ravi. Le but était atteint et je crois que tout le monde qui était là a ressenti ça comme une grande impression. Même l'archevêque de Lyon m'a fait un petit discours à un moment donné après la cérémonie. Il m'a dit qu'il s'était converti à Le Corbusier ce jour-ci parce que jusqu'alors il croyait que Le Corbusier était quelque chose comme un diable et qu'il s'apercevait que je savais faire non pas l'art religieux si l'on veut, mais un art des lieux de prière et de méditation, ce qui est le phénomène et la manifestation du sacré dans le cœur humain. Avec Pierre Jeanneret, nous avons fait des choses terriblement révolutionnaires. Ça a épaté les gens, il y a eu les amis instinctifs, intuitifs qui se sont ralliés, et les autres qui ont gueulé, et comment, n'est-ce pas? Et on a même voulu à un moment donné m'avoir en me faisant entrer à l'Institut, alors j'ai dit non, c'est pas. Ah, pourtant, on m'a dit que les grands pontifs de l'Académie des Beaux-Arts seraient très contents de vous avoir avec eux. Ben oui, je leur ai dit, voilà, moi j'ai peur du diable, alors... Est-ce que sans le béton, vous auriez pu concevoir votre architecture? Est-ce que vous n'avez pas été tout de même dominé par ce matériau? Moi j'ai été dominé par la bête homme et femme, n'est-ce pas, et enfant, par le sang familial qui est la famille, n'est-ce pas, le foyer. C'est de donner à l'être humain sa coquille, hein. Je fais mon architecture, elle est cohérente comme un organisme vivant, elle est biologique, si vous voulez un mot bien embêtant, n'est-ce pas? Elle est biologique, il y a un support osseux, il y a des forces musculaires, il y a des réseaux sanguins, lymphatiques, nerveux dedans, il y a tout ce qu'une biologie comporte d'impeccable, c'est dans mes maisons. Et je l'ai mis, c'est pour ça que je suis un pauvre forçat du travail. Je suis pas malheureux de tout ça, n'est-ce pas? Je fais des villes ou des maisons ou des baraques, peu importe, et ça commence à la plus petite chose, et c'était l'addition de toutes les petites choses, les unes à côté des autres, modestement, avec persévérance, quotidiennement, qui permet de faire quelque chose au bout de la course, n'est-ce pas? Et moi je dis simplement ceci, je suis un homme de travail, je suis un homme de persévérance, de minutie, d'exactitude, de rigueur et de continuité. Et toute ma vie a été faite de continuité pendant 50 ans. Et je demande simplement aux autres, vous voulez mettre sur la table ce que vous avez fait, n'est-ce pas, au lieu de crier. Après 50 années de voyage à travers le monde, je me sens le droit de dire que j'ai appris quelque chose, discerner des choses, et même trouver une solution. Lequel de mes négateurs sempiternels peut-il me contester ce droit? J'ai mesuré que les hommes politiques sont demeurés non pas indifférents, mais étrangers à l'urbanisme, en dehors de l'urbanisme. Il avait été peintre, sculpteur et plus secrètement poète. Il ne s'était battu ni pour la peinture, ni pour la sculpture, ni pour la poésie. Il ne s'est battu que pour l'architecture. Sa phrase fameuse « Une maison est une machine à habiter » ne le peint pas du tout. Ce qui le peint, c'est son autre phrase « La maison doit être l'écrin de la vie ». La machine à bonheur. Il a toujours rêvé de ville, et les projets de ces cités radieuses sont des tours surgis d'immenses jardins. Cet agnostique a construit l'église et le couvent les plus saisissants du siècle.
Il disait à la fin de sa vie, « J'ai travaillé pour ce dont les hommes d'aujourd'hui ont le plus besoin, le silence et la paix. » Si j'ai un petit titre à la reconnaissance publique, c'est non pas d'avoir fait des palais, car j'en ai tout de même fait quelques-uns, mais d'avoir, dès que j'ai abordé le problème de l'architecture, ou des arts, ou de l'expression de la sensibilité humaine, j'ai eu le sentiment que le logis était le temple de la famille, et qu'il y avait quelque chose de grand à tenter de ce côté-là, qu'il y avait là-dedans une grande part du bonheur humain. Et je ne sais pas pourquoi je me crois obligé de m'occuper du bonheur humain, mais j'aime autant, dans mes préoccupations, arriver à approcher de la solution d'un tel problème, afin d'alléger la peine des hommes, et surtout, afin d'apporter ces facteurs essentiels qui sont la joie de vivre.